en faisant les premières expériences. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Je m'appelle Fanny Braun, je travaille pour Educarte. Educarte, c'est la plateforme pédagogique de la chaîne Arte. Et je suis très ravie d'accueillir ce matin nos deux invités, Madame Sophie Titoulet et Dr Alain Lefebvre. Je suis très ravie de vous accueillir ce matin. Notre sujet, c'est le don du son et comment on peut sensibiliser au don du son. C'est un sujet très important, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui est toujours d'actualité. Et je vais peut-être vous donner quelques détails avant de commencer. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions directement aux intervenants parce qu'on voit pas mal de classes qui sont connectées avec une caméra, mais vous avez aussi la possibilité de poser des questions dans le chat parce que je sais qu'il y a encore quelques classes qui sont avec nous ce matin et qu'on ne voit pas. Mais n'hésitez pas à poser des questions dans le chat et on va alterner entre les classes qu'on voit et les classes qu'on ne voit pas. Et nous avons 1 heure, donc on ne va pas perdre trop de temps. Et vous pouvez aussi écrire, vous avez déjà fait, je pense, vous pouvez aussi écrire le nom de votre établissement et où vous êtes situé dans le chat. Et je passe tout de suite la parole à nos deux intervenants. Bonjour. Bien, bonjour à tous les élèves. Donc moi, je suis Sophie Titoulet, je suis la directrice de la communication et du marketing à l'établissement français du son. Donc on va parler beaucoup de l'EFS, à pas confondre avec l'école du ski français. Nous sommes là pour parler donc, et sensibiliser la population au don de sang, faire venir au don des nouvelles personnes, les fidéliser et les convertir aussi au don de plasma et au don de plaquettes. Donc, on va vous présenter un petit peu, je vais vous présenter un petit peu ce que sont les métiers de la communication et du marketing. Et je suis accompagnée aujourd'hui par le docteur Alain Lefebvre. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis médecin d'origine et puis je suis également donc, le responsable du site de prélèvement de Saint-Étienne de l'EFS. Voilà, et nous représentons la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisqu'on vous expliquera que nous sommes un établissement unique, donc un seul établissement, mais découpé en plusieurs régions, en 13 régions administratives. Et donc, nous travaillons pour la plus grosse et la plus belle, évidemment, des régions, qui est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup pour cette présentation. On va commencer avec une petite vidéo d'introduction et ensuite vous pouvez poser vos questions aux intervenants et je pense que vous avez plein de choses à nous dire. Mais sinon, moi aussi, j'ai beaucoup de questions, donc ne soyez pas timides surtout. Et je vais commencer avec la petite vidéo qui dure 2 minutes. Le sang, indispensable au fonctionnement du corps humain, est un produit rare et précieux qui permet de soigner chaque année en France plus d'1 million de personnes. Pour une transfusion, donneurs et receveurs doivent avoir un groupe sanguin compatible. Seuls 6% de la population est dite donneur universel et seulement 3% receveur universel. C'est de tous les groupes dont nous avons besoin. Précieux, le sang est un produit périssable. Les globules rouges se conservent 42 jours, le plasma 1 an après congélation et les plaquettes seulement 5 jours. Pour certaines maladies, il est vital de l'utiliser pendant le traitement. C'est le cas des maladies du sang, maladies du système immunitaire, cancer, hémorragie, lors d'accouchements ou d'interventions chirurgicales par exemple. En France, le don du sang est régi par un certain nombre de principes. L'anonymat, l'identité du donneur et du receveur, ainsi que les données attenantes, sont seulement connues de l'EFS. Le bénévolat et le volontariat. Le don de sang ne peut être rémunéré et c'est un acte librement consenti. La gratuité. Le sang et les produits sanguins ne sont pas source de profit. Le don se déroule toujours en 4 étapes. L'accueil et l'inscription dans le fichier des donneurs, l'entretien pré-don, confidentiel avec un médecin pour vérifier l'aptitude au don,
le prélèvement, le temps de repos et de surveillance post-don. Chaque jour, c'est plus de 10 000 dons qu'il nous faut pour répondre aux besoins des malades. Aujourd'hui, rien ne peut le remplacer. Voilà pourquoi nous avons besoin de tout le monde. C'était une petite vidéo d'introduction qui a déjà bien résumé ce que c'est, mais je pense qu'on peut encore entrer dans le détail. Je vois qu'il y a déjà pas mal de questions dans le chat. C'est les élèves de Madame Doniquion. Est-ce que vous voulez aussi poser vos questions via le micro ou vous préférez utiliser le chat? Parce que vous avez déjà écrit beaucoup de questions dans le chat. Alors, je vais lire les questions. Donc, nous avons essentiellement relevé des questions autour des indicateurs, combien de donneurs, combien le sang est transporté, la conservation des poches, en quoi consiste l'entretien, vers quel établissement les poches sont envoyées. Donc, plein de questions. Je passe la parole à nos intervenants, parce que vous connaissez mieux que moi les réponses. Très bien. Donc, ce qui est important de rappeler, vous m'entendez bien, c'est bon ? C'est que la première chose la plus importante, c'est que les besoins pour les malades, pour les patients, sont constants. C'est-à-dire que tous les jours, nous avons, et sur toute l'année, des malades qu'il faut soigner de façon régulière. Alors, évidemment, nous avons des patients qui sont soignés à cause d'un accident de la route. Ça peut être une femme qui va accoucher et qui va beaucoup saigner, ou une opération qui va nécessiter aussi des poches de sang parce que l'opération peut être intrusive et donc faire saigner le patient. Donc ça, c'est pour des choses qui sont assez ponctuelles, mais il y a aussi au fil de toute l'année, malheureusement, des maladies du sang qu'il faut soigner, des cancers, des leucémies, et le docteur Lefebvre reviendra dessus. Donc, on a besoin tous les jours de 10 000 donneurs sur toute la France pour pouvoir faire face aux besoins en produits sanguins. Pourquoi ? Parce que la durée de vie de conservation d'un produit sanguin, elle est courte, c'est-à-dire qu'un concentré de globules rouges va se conserver 42 jours, mais une plaquette, ça va se conserver seulement 7 jours. Donc, on a vraiment besoin de pouvoir avoir tous les jours des produits qu'on va transfuser directement aux malades. À côté de ça, on va avoir des besoins en plasma, qui est un autre composant du sang et qui, lui, va être transfusé soit directement au patient, soit il va être transformé en médicament dérivé du plasma et qui va être aussi, qui va rentrer dans le traitement quotidien de patients qui sont malades et qui ont besoin donc d'être soignés au fil du temps plusieurs fois. Et qui reçoivent des traitements plusieurs fois dans l'année. Donc, vous avez certainement, malheureusement, autour de vous, des personnes qui seront concernées un jour par ces produits. Et donc, nous, notre mission, c'est vraiment d'assurer, la première mission de l'Établissement français du sang, c'est d'assurer donc l'acheminement quotidien de ces 10 000 poches de dons. Donc ça, c'est vraiment le travail de la communication et du marketing, c'est de sensibiliser au quotidien les citoyens, les donneurs de sang, pour leur expliquer que les besoins sont constants et qu'on a besoin vraiment de pouvoir compter sur eux pour offrir son sang. Donc, je suis peut-être pas certaine qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient majeures, mais effectivement, pour offrir son sang, il faut avoir au minimum 18 ans. Ça, c'est la première condition pour offrir son sang. Il faut avoir 18 ans et on peut donner son sang jusqu'à la veille de ses 71 ans. Donc, vous voyez que pendant toute sa vie, on a le temps de pouvoir faire ce geste-là, en sachant que les hommes peuvent donner leur sang 6 fois par an et les femmes 4 fois par an. Donc ça, c'est pour, on va parler vraiment du don de sang dans l'entièreté de ses composants, c'est-à-dire une poche de sang totale qui contiendra des globules rouges, des plaquettes et du plasma. Donc ça, c'est la première condition, c'est l'éligibilité selon l'âge. Ensuite, il y a d'autres critères qui sont importants, c'est-à-dire évidemment qu'il faut être en bonne santé pour offrir son sang. Le docteur Lefebvre reviendra sur quelques contre-indications qui contre-indiquent le donneur, mais être en bonne santé, c'est vraiment le deuxième critère aussi pour pouvoir offrir son sang.
Le troisième critère, c'est une question de poids. Il faut peser au minimum 50 kg. Et donc, après, c'est la périodicité. Donc, 4 à 6 fois suivant que vous êtes un homme et une femme. Vous pouvez offrir votre sang en maison du don. Donc, nous avons des lieux d'accueil pérennes qui sont dispersés sur toute la France, sur tout le territoire. Et vous avez aussi des collectes de sang qui sont organisées tous les jours sur le territoire dans des lieux plus éphémères, des salles de fête, des stades, des salles communales, des entreprises. Et pour vous, ce qui vous intéresse plus, on va aussi dans les milieux universitaires pour offrir une possibilité de faire ses premiers dons aux étudiants. Donc là, nous venons dans les écoles et nous avons donc des équipes qui se déplacent régulièrement, plusieurs fois par an, dans l'enseignement supérieur, puisque donc au lycée, vous n'êtes pas censé être majeur, mais à partir du moment où vous êtes majeur, donc dans l'enseignement supérieur, dans les lycées professionnels, eh bien, nous avons des équipes, peut-être vous les avez déjà vues chez vous, qui viennent et qui sont là pour être au plus près, pour vous parler du don de sang, vous sensibiliser et vous prélever derrière. Voilà, ça c'est la première chose, c'est qu'on est vraiment, nous avons l'Établissement français du sang, l'EFS a le monopole du prélèvement en matière de prélèvement et d'organisation de la collecte sur le territoire français. À savoir que nous avons des valeurs qui nous sont très précieuses pour nous, c'est-à-dire les valeurs, c'est le bénévolat. On ne vend pas son sang, on l'offre gratuitement, ça c'est très important. Les valeurs aussi d'anonymat, quand vous donnez votre sang, eh bien, vous ne savez pas à qui vous allez le donner. La personne qui va le recevoir ne saura pas non plus qui est la personne qui l'aide. Le non-profit, on ne doit pas tirer de bénéfices par rapport à cette activité-là. Donc, on est vraiment sur un don qui est extrêmement précieux parce qu'il est gratuit et il est sans contrepartie. Donc, ça, c'est vraiment le système français qui veut ça. Et donc, cet anonymat, ce non-profit, ce bénévolat, c'est vraiment le socle fondateur du don de France, le don de sang en France. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous faites un don de sang, vous allez pouvoir sauver jusqu'à 3 vies, puisque dans un don de sang, on va séparer, ça on vous l'expliquera après, le docteur Lefebvre va vous expliquer cela, mais on va séparer les différents composants. Donc, dans la poche de sang, vous avez des concentrés de globules rouges, vous avez du plasma et des plaquettes, et donc ces produits vont être ensuite préparés pour être délivrés aux malades suivant ses besoins. Voilà, on va vous dérouler un petit peu, avant de vous parler du parcours de la poche du sang, on va vous parler peut-être du parcours du donneur. Donc là, je vais laisser la parole au docteur Lefebvre qui va vous expliquer donc, le circuit du donneur depuis son arrivée sur un lieu de collecte ou sur une maison du don jusqu'à son départ. Alors, donc effectivement, le donneur qui souhaite donner son sang va passer par plusieurs étapes, il y a à peu près 4 étapes. La première, c'est tout simplement de se faire enregistrer. Alors, s'il est nouveau donneur, eh bien, on va saisir en informatique ses coordonnées administratives, son adresse, sa date de naissance, son poids, etc. Et ça permettra d'avoir donc un enregistrement informatique dans un fichier. Et ensuite, on va pouvoir, à partir de là, éditer, c'est la personne qui s'occupe de l'accueil et qui va éditer donc une fiche de prélèvement. Donc, c'est une sorte de fiche de papier qui va suivre le donneur tout au long de son parcours, donc depuis son entrée jusqu'à sa sortie du site de prélèvement. Il aura également, donc on va lui remettre cette fiche de prélèvement, et ensuite ces données étant entrées dans l'informatique, la fois suivante, la secrétaire aura jusqu'à sortir la feuille de prélèvement. Et on va lui remettre également un questionnaire de 4 pages justement pour faire un pré-entretien, disons, au niveau éventuellement des éléments qui pourraient jouer un rôle au niveau donc, du prélèvement, aussi bien pour lui que pour le receveur, et pour être une contre-indication. Donc, ce sont des données générales sur ces points de santé, et puis également sur notamment les derniers jours, avec un point sensible qui sont les risques infectieux. Ensuite, il va voir le médecin,
Et le médecin, s'appuyant sur ce questionnaire-là, il va lui poser des questions un petit peu plus poussées, notamment sur justement le risque infectieux, parce que c'est ça qui représente l'élément un petit peu clé au niveau de l'entretien, de façon à ne pas contaminer la poche de sang et surtout donc protéger le receveur. En fait, il y a deux buts dans cet entretien. C'est voir si effectivement le donneur est éligible, parce qu'il ne faudrait pas non plus que le prélèvement de sang présente une complication pour lui. Alors, elles ne sont pas très fréquentes, hein. C'est beaucoup plus des complications pour les receveurs. Je vous ai parlé du risque infectieux, ça c'est le risque primordial, que ça soit un risque bactérien, que ça soit un risque viral. Donc ça, l'entretien va mettre à jour effectivement s'il y a une contre-indication, qu'elle soit définitive ou qu'elle soit ponctuelle. Et puis aussi prendre sa tension. Et puis lui faire des recommandations, notamment des recommandations de bien boire avant, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on prend à peu près environ, on va dire 450, 480 millilitres de sang. Donc c'est essentiellement le sang, c'est de l'eau. Donc il faut qu'il s'hydrate bien avant. Il ne faut pas venir à jeun. Et ensuite s'hydrater également, reste à peu près donc après le prélèvement, donc 15 à 20 minutes pour voir si tout se passe bien. Donc cette troisième étape étant réalisée, hein, la première c'est l'accueil, ensuite la saisie du questionnaire, l'entretien médical, et ensuite c'est le prélèvement. Le prélèvement va se faire donc dans la zone de prélèvement. Il y a des tas de machines qui permettent à la fois de prélever les différents éléments du sang. On peut prélever une poche de sang complète, mais on peut prélever également, plus particulièrement, on vous en parlera, donc les autres produits spécifiques qui sont les plaquettes et plasma. Un prélèvement de sang, c'est comme une prise de sang en fait, hein. C'est comme une prise de sang et ça dure un petit peu plus longtemps puisqu'on va remplir à la fois des tubes pour faire des analyses ensuite et également une poche de sang. Ça dure à peu près on va dire, entre 7 et 10 minutes au maximum. Et ensuite, après le prélèvement, c'est la collation. Alors la collation, elle vise à quoi? Elle vise tout simplement, comme je vous l'ai dit, à rester un moment pour voir si tout se passe bien et puis également à s'hydrater. Mais on peut aussi prendre une collation un petit peu plus poussée, notamment on peut très bien faire son petit déjeuner le matin, bien qu'il faut manger un petit peu avant. On peut très bien le midi avoir un repas et puis voilà. Donc, et le tout va durer à peu près le parcours entre 40 et 45 minutes. Je vois une question dans le chat. Y a-t-il un lien, le mode de vie du donneur et la qualité du sang? Quand on fait du sport, est-ce que le sang est de meilleure qualité, par exemple? Alors, non, il n'y a pas véritablement alors oui et non, je vous dirais. Au niveau du sport, non, le sang ne va pas forcément être de meilleure qualité. Alors, en général, les gens qui font du sport, ils ont un peu plus de globules rouges parce qu'en fait, leur organisme est conditionné pour justement apporter davantage d'oxygène. Parce que quand vous faites du sport, vous avez davantage besoin d'oxygène parce que les muscles travaillent. Donc, en général, ils ont des taux de globules rouges un petit peu plus élevés. Bon. Par contre, dans le sens, oui, il peut y avoir, en fonction des comportements, par exemple, quelqu'un qui va être végétarien. Donc, il va s'alimenter beaucoup moins en viande et on sait que le fer, qui est le point important au niveau des globules rouges, puisque c'est lui qui va apporter l'oxygène au niveau des tissus, donc il y a un risque effectivement de diminution du taux de fer. Et c'est pour cette raison-là que chez ces donneurs-là, et au niveau, ça je vous en ai pas parlé, dès le premier don, ou si les personnes n'ont pas donné depuis 2 ans, ou si on soupçonne une anémie, on va vérifier s'il y a suffisamment de taux de globules rouges au niveau du sang en faisant tout simplement une petite piqûre. C'est comme un dextro, hein, vous savez, pour les diabétiques qui dosent leur taux de sucre. Nous, le sucre, ça ne nous intéresse pas vraiment parce que ça n'a pas d'incidence. Par contre, là, on va pouvoir, de la même manière, piquer le bout du doigt, puis on a un petit appareil qui permet de mesurer tout de suite si le taux de globules rouges, le taux de fer est suffisant pour pouvoir donner, de façon à pas avoir une incidence sur le donneur, parce que s'il est déjà un petit peu avec un taux de fer bas, on va encore diminuer son taux de fer par le prélèvement. Donc effectivement, ça, ce comportement-là, on le demande au donneur, et si on sait qu'effectivement il est végétarien par exemple, bon, on aura on sera plus poussé à faire cet examen avant le prélèvement.
D'autre part, sinon, il n'y a pas véritablement d'autres comportements, sauf en fonction, bien sûr, de certaines contre-indications. Alors, il y a des contre-indications, mais ça, on va peut-être en parler plus tard, donc on reverra après. C'est une question sur justement ces contre-indications. Et je vois une autre question sur les groupes sanguins. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est? Alors, un groupe sanguin, en fait, c'est assez simple quand même. Si vous précisez ça concerne également toutes les cellules du corps. Le groupe sanguin, c'est une cellule, donc c'est une sorte de sphère et avec une membrane qui limite cette sphère. C'est la coque en quelque sorte. Sur cette coque, il y a plein de substances qui permettent justement la cellule, notamment les globules rouges, de pouvoir, interférer avec toutes les substances qui se trouvent à l'intérieur de la cellule et toutes les substances qui se trouvent à l'extérieur de la cellule. En fait, une cellule, elle a besoin de correspondre avec tout son environnement extérieur. Et elle le fait par des sortes de petits filaments, de types substances qui sont les capteurs et qui vont transmettre l'information à l'extérieur, jusque-là à l'intérieur de la cellule. Donc, ces capteurs, ces substances sont identiques pour tout le monde, sauf des petites régions de la substance qui peuvent être différentes. C'est la même chose que vous avez des cheveux bruns, si je ne me trompe pas. Donc, il y a plein de personnes certainement dans ceux qui nous écoutent qui ont les mêmes cheveux que vous, la même couleur, mais il y a des petites substances, des petites différences. Chaque couleur est un peu différente. Même chose au niveau de vos yeux, au niveau de la couleur de vos yeux. On a les yeux verts, les yeux bruns, les yeux bleus, mais il y a des petites différences au niveau de la pupille qui permet aussi là de voir spécifier pour un individu. C'est un petit peu comme les empreintes, c'est la même chose. Donc au niveau du globule rouge, il va y avoir des petites variations comme ça, et ce qui fait que ça va faire la différence entre les groupes sanguins. Il y a deux différences qui sont portées par les globules rouges. En gros, il y en a beaucoup plus que ça. Et il y en a à peu près deux qui déterminent les groupes que l'on connaît. C'est la substance A et la substance B. Ces substances, donc, elles se trouvent à l'extérieur du globule rouge, sur la membrane, sur les filaments dont je vous ai parlé. Et si une personne a une substance A sur ses globules rouges, elle est dite du groupe A. Une substance B, elle est dite du groupe B. Si elle a les deux substances sur ses globules rouges, elle est dite du groupe AB. S'il n'y en a pas, c'est du groupe O. Et ces substances-là, elles sont reconnues par l'organisme et il va considérer que s'il est du groupe B, lui, le receveur, et qu'on lui transfuse du sang du groupe A, la substance A, il va la reconnaître comme un intrus, un petit peu comme un virus ou une bactérie. Il va détruire. Donc, il va détruire les globules rouges. Et là, ça peut être très grave pour le receveur. Donc, il faut véritablement avoir cette compatibilité entre les groupes sanguins. Par contre, le groupe O, lui n'ayant pas de substances sur sa membrane, les substances A et B, lui, il n'y a pas de problème. Il peut donner pratiquement à tout le monde. Une petite différence, c'est qu'il y a une autre substance qui intervient aussi que tout le monde connaît, c'est le résus. Donc, le résus, c'est la troisième substance qui fait que le groupe O, vraiment universel, celui qui peut donner à tout le monde, c'est le groupe O-. Tout simplement parce qu'il n'a pas cette substance-là. Et c'est la même chose pour toutes les cellules, et c'est ça qui fait la compatibilité, notamment la compatibilité, mais là, ça ne va pas être notre domaine, sur les greffes d'organes, par exemple. C'est la même chose, ou les greffes de moelle osseuse, c'est pareil, là, c'est au niveau des cellules. Le même principe pour les globules rouges. Et je vois une autre question, si les fumeurs peuvent donner, ou quelqu'un qui consomme de l'alcool peut donner son sang. Alors, oui, oui et non. Si c'est des consommations raisonnables, oui. Alors, le fumeur, ça passe pas de problème s'il fume. Par contre, il ne faut pas fumer après, tout simplement parce que la nicotine entraîne une modification un petit peu de la fréquence cardiaque, peut entraîner une modification de la tension artérielle. Et c'est exactement les mêmes petits effets qu'on peut avoir après avoir donné son sang. Donc, ce qui fait que ça majore et ça pourrait un petit peu majorer le risque de malaise. Donc, il faut attendre 2 heures après un prélèvement pour pouvoir fumer. L'alcool, nous, honnêtement, pour le receveur, ça ne nous gêne pas beaucoup parce que l'alcool est très vite métabolisé dans le sang, donc il n'y aura pas de conséquences pour le receveur. Par contre, effectivement, il ne faut pas boire juste avant pour les mêmes raisons. Ça pourrait majorer et entraîner donc un malaise pour le donneur.
Même chose pour d'autres substances. Voilà, ça n'a pas un gros problème. Comment? Substances illicites. Oui, illicite. Bon, ça, c'est pas bien méchant non plus pour certains qui fument un peu de joint, comme on dit. Mais là, c'est pareil, il ne faut pas fumer juste avant ni fumer juste après. Mais ça n'a pas d'incidence, ça ne va pas être une contre-indication pour le prélèvement. Ce qu'il faut savoir, ce qui est important quand vous allez offrir votre sang, quand vous aurez 18 ans, je vois qu'il y a une question qui dit pourquoi est-ce qu'on ne peut pas donner avant? Eh bien, parce qu'il faut avoir un consentement éclairé, c'est-à-dire qu'on vous prélève une substance qui est dans votre corps, donc il faut que vous puissiez donner votre accord éclairé. C'est aussi pour ça qu'il y a un entretien médical juste avant le don pour être bien sûr que votre consentement il est libre et que vous faites ce choix-là. Et donc, c'est pour ça qu'on attend que la personne ait 18 ans pour le faire. Mais le jour de ses 18 ans, on a beaucoup de jeunes primo-donneurs qui viennent le jour de leurs 18 ans parce que c'est au lieu de recevoir, ils vont recevoir des cadeaux ce jour-là et ils font aussi ce geste-là d'offrir, parce que c'est le plus beau des cadeaux que l'on puisse faire à un malade, parce qu'il n'y a pas de substance qui va se substituer au sang. Hein. Aujourd'hui, le sang artificiel n'existe pas, donc il n'y a rien qui remplace le fait de tendre le bras pour être prélevé. En sachant que là, on a parlé du parcours du donneur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on offre son sang, ça va durer à peu près, de tout le parcours du don, ça va durer à peu près 1 heure. Grand maximum, le temps d'arriver, le temps de faire les 4 étapes du don. Mais une fois que vous êtes sur le lit de prélèvement, le prélèvement dure une petite dizaine de minutes. Donc, et parfois beaucoup plus vite, suivant le débit et la pression sanguine. Donc, le don de sang en lui-même est très, très rapide, une dizaine de minutes. Mais après, donc, il y a l'entretien avant. Et puis après, surtout pendant 20 minutes, on va vous garder à proximité pour vérifier que vous mangez bien, que vous buvez surtout. C'est important parce qu'on va vous prélever à peu près 1 demi-litre de sang dans le corps. Et vous savez qu'on en a à peu près... combien, 5 litres 5 à 7 litres. 5 à 7 litres suivant la corpulence. Ouais. Et donc, du coup, le composant ce qu'on va vous prélever va se reconstituer dans les heures qui suivent. C'est pour ça que le docteur Lefebvre vous dit que il ne faut pas fumer, il faut se ménager après le don parce qu'on est un petit peu fatigué parfois, et ce n'est pas toujours le cas, après avoir fait un don de sang. Et donc, on demande au donneur de ne pas faire d'activité physique trop importante après le don, histoire de se requinquer pendant les heures qui vont suivre avant de reprendre une activité normale. Donc ça, c'est important de se dire voilà, qu'il faut être vraiment en bonne santé, d'être cool dans les heures qui suivent le don. Voilà, donc être majeur, ça c'est important. On va jusqu'à la veille des 71 ans, mais nous, notre cœur de cible, c'est vraiment de pouvoir recruter des jeunes. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a à peu près, dans notre fichier, environ, j'arrondis un petit peu, mais à 1 600 000 donneurs dans notre fichier au niveau de la base nationale, et qu'on a un peu moins de 3 millions de dons qui sont faits par an par tous ces donneurs. Donc, on a vraiment besoin, et on compte sur la jeunesse, c'est aussi pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui, c'est de commencer d'être initié au don dès sa plus jeune enfance. C'est vraiment important d'en parler autour de soi et d'en parler à ses parents. Et là, souvent, les très jeunes, on va dans les écoles auprès des CM pour leur dire parlez-en à vos parents, faites qu'ils viennent en collecte mobile parce que ce sont des super-héros. Hein. Quand on donne son sang, on sauve vraiment jusqu'à 3 vies parce que c'est irremplaçable. Et à partir du moment où on a 18 ans, eh bien, faire ce geste-là, ça fait partie aussi des premières fois, et on a vraiment besoin d'avoir cette jeunesse qui se mobilise dans la durée pour offrir son don. Il y a quelques chiffres que l'on peut vous donner qui sont assez particulièrement impactants. On est tous d'accord, ou presque, pour dire, hein, il y a à peu près 96% de la population qui se dit favorable à offrir son sang et de dire que c'est important. Donc 96%, on enlève là-dedans les témoins de Jéhovah puisque c'est contre leur religion. Mais pour le reste, c'est vraiment tout le monde puisque tout le monde peut en avoir besoin. Tout le monde reconnaît que c'est indispensable. Mais sur ces 96% de personnes qui sont en âge de le faire, eh bien, il y a seulement 4 à 5% de la population qui fait ce geste-là. Donc, vous voyez que 4% de la population, eh bien, c'est pas beaucoup.
Alors que si toutes les personnes qui en âge de le faire et en capacité de le faire faisaient ce geste-là 2 fois par an, eh bien, tous les besoins seraient couverts et on n'aurait pas besoin de mettre en place des actions de promotion comme on peut le faire, parce que parfois, eh bien, on est en tension, hein. Et il peut arriver que les réserves soient très basses et donc, du coup, on est obligé de faire ces dons, ces appels aux dons. Donc, très, très important pour nous d'arriver à mobiliser les jeunes et de faire en sorte que vous veniez. On a un parcours pour faire en sorte que le donneur se sente le mieux accueilli possible, qu'on arrive à lever les freins, parce que souvent, on se dit la peur de l'aiguille, hein, qui peut être un frein, la peur d'avoir mal, la peur de faire des malaises, le fait de dire souvent on n'a pas le temps d'aller offrir son sang. Or, si on regarde bien, 2 fois 1 heure dans son planning tous les ans, je pense qu'il y a la possibilité de mettre ces 2 heures de temps dans son planning plusieurs fois dans l'année. Alors, je vois dans le chat, redonner 96% de la population en âge d'offrir son sang et en capacité de le faire se dit favorable au don de sang. Il n'y a que 4% qui passent à l'acte. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas donner son sang après ses 70 ans? Eh bien, on estime que, comme vous savez, on vieillit aujourd'hui, la population française vieillit de mieux en mieux aujourd'hui. On meurt de plus en plus tard. Mais on vit mieux, mais aussi on vit parce parfois on peut être aidé par des médicaments, hein, et donc pour donner son sang, il faut être en très bonne santé parce qu'il y a beaucoup de contre-indications et le docteur Lefebvre va vous les énumérer. Mais à partir de 65-70 ans, on commence à être un peu plus fatigué et donc, eh bien, on estime que sur ces 4% de la population, on doit pouvoir trouver des personnes en meilleure santé dans la population plus jeune pour faire ce geste-là. Donc, vous voyez, vous parlez des tatouages notamment. Donc, on va vous parler un petit peu des principales contre-indications et notamment chez les jeunes, et puis lever un peu les idées reçues sur les contre-indications, notamment liées au tatouage, parce que souvent les jeunes, effectivement, sont tatoués. Alain? Alors, donc, les contre-indications au niveau des jeunes, elles sont moins importantes que plus on vieillit, plus on peut avoir de contre-indications, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, Sophie, on peut avoir des problèmes médicaux. C'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'à un moment donné, de toute façon, il faut faire une limite, une limite de l'âge. Ça a été repoussé, c'était à 60 ans, après ça a été repoussé à 65 ans, tout simplement parce que la population, elle vieillit de façon, je dirais, en bonne santé, hein, et ensuite, maintenant, on l'a mis à 70 ans. Donc, je pense qu'on n'ira pas plus loin que 70 ans. Également, tout simplement parce que à partir de cet âge-là, souvent, il y a des petits problèmes, hein, de tension artérielle, etc. Même si la tension artérielle n'est pas vraiment une contre-indication, de même par exemple que le diabète, sauf le diabète insulinodépendant, donc les diabétiques qui sont obligés de se faire des injections. Mais sinon, c'est pas une contre-indication à partir du moment que c'est équilibré. D'autres maladies, par exemple, comme la thyroïde, hein, qui est très fréquente, hein, les insuffisances thyroïdiennes. Là aussi, si le traitement est bien mis en place et que c'est équilibré, ça n'est pas une contre-indication. Alors, les contre-indications principales, les plus importantes, comme je vous le disais, sont les contre-indications liées à une infection. Vous faites une angine, vous avez le Covid, vous avez donc un rhume avec de la fièvre. Là, effectivement, il faut éviter de se présenter parce que de toute façon, vous ne serez pas pris. Parce que il faut savoir que les germes, que ce soit les virus, que ce soit les bactéries, sur un simple rhume, passent obligatoirement dans votre sang. Il y en a une partie qui passe dans votre sang. Vous allez vous défendre, donc ça n'a pas du tout d'impact pour vous. Mais par contre, si ces virus, ces bactéries se retrouvent dans la poche de sang, elles vont se multiplier. Elles vont donc d'autre part être en bonne température, puisqu'on les conserve à température ambiante, donc elles vont être multipliées. Et puis ensuite, elles risquent d'avoir donc un impact sur le receveur. Ce receveur, beaucoup de receveurs, même sur des maladies autres que les maladies de déficit immunitaire, sont quand même affaiblis, donc ils répondent beaucoup moins facilement, donc ils ont moins de défense, si vous voulez. Donc il y a un risque effectivement que le receveur il fasse une infection qui peut être grave. C'est pour cette raison-là qu'on contre-indique toutes les personnes qui ont des problèmes infectieux sur une durée qui peut être, par exemple, sur un problème d'angine, ça va être 7 jours après la fin des antibiotiques ou 15 jours après les symptômes. Donc, c'est une contre-indication
qui est de courte durée. En ce qui concerne d'autres contre-indications, surtout chez les jeunes, c'est bien entendu l'histoire des tatouages. Alors les tatouages, les piercings, ça c'est très fréquent et c'est une contre-indication de 4 mois actuellement, qui est en voie de discussion. Alors c'était contre-indication de 4 mois parce que souvent on avait également des professionnels, enfin pas des professionnels, mais des tatoueurs ou des personnes qui font les piercings et qui n'étaient pas toujours très, comment dirais-je, très à cheval sur les règles d'hygiène au niveau des instruments, au niveau de... Alors ça n'a pas une grosse importance pour celui qui se fait tatouer, parce que je vous l'ai dit, il a des défenses, mais là aussi, s'il y a des petites infections qui apparaissent, ça peut se retrouver dans la poche de sang. Donc c'est pour cette raison-là qu'on a mis 4 mois en ce qui concerne le tatouage et le piercing. L'acupuncture, non. Si c'est à usage unique, il n'y a pas de problème. Maintenant, la majorité donc, sont et c'est recommandé, c'est même obligatoire pour faire des séances d'acupuncture, il faut que ce soit des aiguilles à usage unique. Donc là, il n'y a pas de contre-indication. Et l'autre contre-indication quand même chez les jeunes aussi, c'est le fait au niveau de leurs habitudes sexuelles. Les rapports sexuels, là aussi, alors avant, il y avait l'histoire de on se protège pas. Maintenant, ça a été réglé. Il n'y a qu'une seule règle, il faut avoir un seul partenaire. Un seul partenaire ou une seule partenaire dans les 4 derniers mois. Alors, pour les femmes qui ont des partenaires entre elles, il n'y a pas cette contre-indication-là. Par contre, il est pour les hommes et pour les femmes qui ont des partenaires masculins. Et donc là, il faut qu'avoir qu'un seul partenaire sur les 4 derniers mois. Ensuite, comme autre contre-indication principale, pardon ? Les voyages, oui. Donc là, c'est les autres contre-indications aussi. Ce sont les voyages essentiellement dans les pays où il y a du paludisme. Alors, c'est l'Afrique noire, c'est l'Asie, c'est l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale. Ça, c'est toute l'année. Et tout simplement parce qu'il y a du palud. Le paludisme, alors on recherche bien entendu sur tous les dons. Il y a des recherches de palud si la personne s'est rendue dans un pays où sévit le paludisme. Et donc, on met une contre-indication de 4 mois parce qu'il y a quand même ce qu'on appelle une période qui est un petit peu cachée, où on ne va pas forcément détecter le paludisme parce qu'il n'est pas comment dirais-je, à un taux suffisamment important. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on met 4 mois de délai. On a des délais également, surtout à partir de la période, je dirais la période du printemps. Maintenant, c'est quand même assez tôt. Période du printemps jusqu'à peu près fin novembre, voire décembre, janvier. Tout simplement, avec ça, vous en avez entendu parler, avec la dengue, avec le chikungunya, avec le Zika, etc. Donc, tous ces virus qui sont portés par les moustiques tigres, et on en a beaucoup en France maintenant, puisqu'il y a eu des régions de France ou des communes de France où il y a eu des contre-indications, enfin des délais d'1 mois avant de pouvoir redonner, tout simplement parce que le moustique tigre, maintenant, c'est acclimaté. Donc, on a, je dirais pas de la chance, mais c'est acclimaté dans notre région avec les changements climatiques. Et donc, on le retrouve pratiquement en dehors des régions vraiment du Nord, mais sinon, on le retrouve pratiquement partout dans nos régions. Donc, ce qui fait qu'au début, donc, lorsqu'on commence à avoir des cas de ces infections-là, donc, on met des contre-indications aux dons qui vont de 28 jours. Mais maintenant, surtout pour ce qui concerne le West Nile virus, je n'ai pas noté non plus, le West Nile virus, on fait des recherches maintenant virologiques, donc ce qui fait que ça nous évite de mettre ces contre-indications parce qu'on aurait beaucoup de refus au niveau des donneurs et donc ça aura un impact effectivement sur notre stock de sang. Voilà, donc ça, ce sont les principales contre-indications. Regarde, il y a des questions dans le chat. Oui, mais il faut que tu les lises. Est-ce qu'une personne hémophile peut donner? Ah ben non, une personne hémophile ne peut pas donner parce que tout simplement, déjà, la personne hémophile, par contre, va être un candidat pour recevoir des dons de sang. L'hémophilie, c'est tout simplement un trouble de la coagulation qui est génétique et cette personne-là, il va lui manquer une substance, qui est une substance de coagulation et qui permet la coagulation. Alors, la coagulation, très rapidement, ça se fait par tout simplement vos plaquettes. Les plaquettes, c'est leur principal, alors, elles ont d'autres rôles, mais également leur principal rôle, c'est tout simplement, lorsque vous saignez, elles vont s'agglutiner au niveau de la plaie, au niveau de la brèche vasculaire, et elles vont arrêter le saignement. Mais pour que ce caillot-là soit vraiment bien fixé, il faut d'autres facteurs, il y a à peu près, on va dire 9, 10, 11 facteurs, ce sont des substances
avec toute une cascade de réactions au niveau de cette substance pour pouvoir avoir un caillot définitif, cette fameuse croûte que vous avez lorsque vous vous égratignez. Et ça, malheureusement, l'hémophile lui manque un facteur de coagulation. Et à partir de là, le caillot, il ne va pas tenir et donc il va continuer à saigner. Alors, ça peut être dramatique, hein, parce qu'il suffit de se donner un coup sur le genou et il peut y avoir très bien le genou qui commence à gonfler parce qu'il y a une petite hémorragie interne au niveau du genou. Donc, ces personnes-là, elles n'ont pas d'autre possibilité. Il faut leur apporter le facteur de coagulation, la substance qui manque. Et cette substance-là, justement, on va le chercher dans votre plasma. Parce que votre plasma, il y a toutes les substances qui permettent à l'organisme de vivre, et notamment les facteurs de coagulation. Et ça, c'est une indication importante. Donc, on va extraire cette substance-là des donneurs de plasma et on va en faire des médicaments, ces fameux médicaments dérivés du sang. Et donc, sous forme injectable. Et la personne qui a une hémophilie, elle va devoir se faire des injections. Alors, en fonction de l'intensité de sa maladie, qui peut varier d'ailleurs en fonction de certaines périodes de sa vie, elle va devoir se faire des injections qui parfois font une fois par semaine, une fois tous les 15 jours ou une fois tous les mois. Et ça, c'est toute sa vie. Est-ce que les bêta-bloquants empêchent le don? Alors, les bêta-bloquants, c'est pas gênant par lui-même. C'est pas gênant d'ailleurs pour le receveur, donc il n'y a pas de risque pour le receveur. Par contre, le problème du bêta-bloquant, c'est un petit peu comme le tabac, la nicotine, c'est un petit peu comme l'alcool. Le bêta-bloquant, lui, il agit justement sur la fréquence cardiaque. Il diminue la fréquence cardiaque. Alors, c'est utilisé dans certaines pathologies cardiaques. Donc là, effectivement, la personne sera contre-indiquée et contre-indiquée définitivement, parce que si elle a un trouble du rythme, on ne va pas la prélever parce que là, il y aurait un risque qu'elle fasse une poussée, elle accentue ce trouble du rythme. Donc, elle sera contre-indiquée. Mais bien souvent, certains jeunes utilisent les bêta-bloquants, alors soit pour les migraines, par exemple, ou soit également pour le stress. Bon, c'est un peu moins utilisé maintenant, mais à une certaine époque, on utilisait pas mal les bêta-bloquants pour le stress, tout simplement parce que quand on est stressé, on a des palpitations et le bêta-bloquant empêche ces palpitations. Donc, ce n'est pas toujours une contre-indication, ça dépend de l'utilisation et de la pathologie qui est derrière ça. Si c'est uniquement pour des problèmes de petits troubles de palpitation, ce n'est pas une contre-indication. Il y avait une autre question aussi, si l'hémoglobine artificielle existe. Alors, l'hémoglobine artificielle, non, elle n'existe pas, l'hémoglobine. Alors, il y a beaucoup C'était très intéressant, ces questions-là. Il y a eu des recherches, notamment sur le ver marin. Parce qu'on s'est dit, le ver marin, il transporte énormément d'oxygène. Il a une capacité de transporter des quantités, en fonction bien sûr de sa taille, des quantités. Donc, on s'est dit, tiens, pourquoi on ne pourrait pas utiliser cette hémoglobine du ver marin? Il y a des études qui ont été faites là-dessus, il y a des essais qui ont été faits. Mais pour l'instant, ça n'a pas donné son fruit, ça n'a pas donné de résultats véritablement. Donc, c'est toujours des recherches qui sont poursuivies. Et en fait, la seule piste qui est vraiment intéressante, c'est à partir des cellules souches. Alors, vous savez, les globules rouges sont formés, comme toutes nos cellules, à partir des cellules souches. Alors, ce sont des cellules qui sont dans l'organisme et qui vont permettre de renouveler vos cellules de peau, parce que votre peau, elle desquame régulièrement. Donc, tous les jours, il faut qu'elle soit renouvelée. Les globules rouges, c'est pareil. Il faut savoir un petit chiffre, par exemple, qu'on a à peu près, je ne dis pas de bêtises, 400 milliards de globules rouges qui sont fabriqués chaque jour. On a à peu près 5000 milliards de globules rouges dans votre organisme. Un grand organisme à peu près de 5-6 litres, il renferme 5000 milliards de globules rouges. C'est énorme. Donc, toutes ces globules rouges, elles sont formées à partir des cellules souches. Alors, ce sont des cellules immatures qui vont, au niveau de l'organisme, se différencier notamment en globules rouges. Donc, l'idée, c'était tout simple, c'est de dire, pourquoi pas, on pourrait prendre ces cellules souches. Alors, on sait les faire maintenant, c'est comme dans les cellules de dents de moelle osseuse, on sait prélever des cellules souches, et puis maintenant, on sait très bien à la fois les multiplier, et on sait très bien mettre des substances qui sont des substances analogues, comme celles qu'utilise l'organisme, pour pouvoir les transformer. C'est-à-dire qu'elles vont se transformer soit en cellules de la peau, soit en cellules musculaires, soit en cellules de l'intestin, et soit en cellules en globules rouges. Ça, on sait faire. On a réussi à produire une petite quantité de globules rouges, mais très infime. Maintenant, pour pouvoir effectivement produire ces globules rouges-là en quantité, vous avez vu là, le nombre de litres de sang qu'il nous faudrait, ça demande des usines, ça demande une fabrication industrielle, et ça, on ne sait pas faire pour l'instant. Mais c'est toujours à l'étude. Le but, ça serait pouvoir fabriquer des petites quantités pour ce qu'on appelle les sangs rares.
c'est des sangs qui sont très particuliers et qui parfois conduisent à des impasses, c'est-à-dire qu'on a du mal à trouver des donneurs qui soient compatibles avec ces personnes-là. Et puis, il y a une deuxième chose aussi qu'on s'est dit, vous avez vu le globule rouge du groupe O. On s'est dit, pourquoi on ne pourrait pas le laver? C'est-à-dire, enfin, nettoyer et enlever toutes les petites substances dont je vous ai dit. Alors, pas laisser les filaments qui permettent au globule rouge de vivre et puis comment dirais-je, voilà, d'être en correspondance avec tout ce qui se passe à l'extérieur. Mais on s'est dit, tiens, pourquoi on ne pourrait pas éliminer un petit peu les antigènes A et B? Comme ça, on pourrait faire des globules à partir des globules A, des globules B et des globules AB. On pourrait éliminer toutes ces petites substances-là, puis on arriverait à un globule de groupe O. Ça a été fait. Ça a été fait également, mais là aussi, c'est relativement très compliqué et donc on n'a jamais réussi à faire une production suffisante. Voilà, on en est là. Et ce qui veut dire qu'en fin de compte, pour l'instant, il n'y a pas d'autre possibilité que d'avoir recours à des personnes vivantes et pour qu'elles transfusent. Et je me permettrai là de dire, ça c'est ma phrase aussi, c'est qu'on est tous, on peut être tous amenés, quel que soit notre âge, hein, quel que soit notre homme, femme, etc., on peut être tous amenés à avoir besoin d'une transfusion. Il suffit d'avoir un accident, d'une maladie, etc. On peut avoir, même dans le ventre de sa mère, on peut avoir besoin d'une transfusion. Donc là, il faut avoir une certaine, je dirais, une honnêteté là-dessus. Si on serait tout à fait d'accord, hein, tout le monde est d'accord pour être transfusé, pour pouvoir continuer à vivre. Là, c'est donnant-donnant. Et si on est capable d'accepter une transfusion, il faut être capable aussi, effectivement, comme vous disiez, Sophie, de consacrer 1 heure, 2 fois par an, ne serait-ce que ça, on pouvait faire plus, on pouvait faire 6 fois par an, hein, mais au moins 2 fois par an pour donner en se disant, moi, je vais peut-être en avoir besoin, alors les autres en ont besoin, je fais ce geste-là. Il y avait aussi une autre question tout à l'heure, depuis quand le don du sang existe? Ah, le don du sang, il existe. Alors, ça remonte à longtemps, hein, ça. C'est au niveau, la transfusion, c'est quelque chose qui a été pensé dès que les médecins, alors c'était même, je dirais, au Moyen-Âge, la Renaissance, les médecins ont vu des personnes qui saignaient, se sont dit, tiens, pourquoi ne pas injecter du sang? Donc, on va essayer d'injecter du sang. Mais malheureusement, on ne connaissait pas encore les contraintes des groupes sanguins. Et donc, ce qui fait que parfois, ça réussissait bien. Et puis, parfois, malheureusement, ça entraînait le décès rapidement de la personne qui recevait cette transfusion. Et puis ensuite, ça a beaucoup évolué à partir de la Première Guerre mondiale et puis surtout de la Deuxième Guerre mondiale, où là, effectivement, il y avait énormément de blessés, bien entendu, des blessés qui saignaient. Et donc, il y a eu des avancées, puis surtout la connaissance des groupes sanguins par Landsteiner, qui a, lui, découvert les différents groupes sanguins. Et par des essais comme ça, en essayant de transfuser, et puis s'aperçu, ou les animaux, effectivement, aussi, on a essayé ça, et en mettant en contact différents types de sang, et ils sont aperçus qu'il y en avait, ça coagulait pas, donc c'était bon pour la transfusion. Et à partir de là, donc ça a été découvert, donc les différents. Et là, c'était vraiment spectaculaire, et on a pu mettre en place très rapidement les transfusions. Ça a été beaucoup aussi utilisé, les techniques de transfusion elles-mêmes, les techniques de prélèvement beaucoup avancées aussi, tout simplement parce que pour les femmes qui accouchaient, là aussi il y avait des risques d'hémorragie, il y avait des femmes qui mouraient d'hémorragie au moment de l'accouchement. Donc tout ça fait énormément de progrès, et les progrès, ils progressent toujours actuellement. Une autre question qui a été posée est comment se passe le don du sang à l'étranger? L'étranger, le principe du prélèvement est toujours le même. Hein. Par contre, ce qui est un petit peu différent, c'est l'organisation. Nous, on a une organisation qui fait que c'est pris en charge par l'État, donc par l'établissement français du sang, qui est un établissement public. C'est lui qui organise l'ensemble à la fois des prélèvements, des analyses et de la distribution. Il y a tout un circuit. Donc, on prélève, nous, on prélève des tubes, on prélève des poches. Les poches, elles sont préparées au niveau des différents sites de région de préparation. On vous l'a dit, on fait trois produits sanguins avec. Hein. Et les tubes, ils sont envoyés. Tous les tubes de la région du côté ouest
de notre région partent à Montpellier, ils sont analysés. Et à partir du moment que les analyses sont bonnes, on donne le feu vert et la poche, elle peut être distribuée. Donc au niveau des autres pays, c'est à peu près organisé un petit peu différemment. Parfois, c'est la Croix-Rouge qui s'occupe de ça. Généralement, c'est toujours des établissements publics ou les hôpitaux dans certains pays pour le don du sang. Le don du plasma, c'est très particulier puisque bien souvent, ce sont des laboratoires privés qui prennent en charge les prélèvements. Et là, malheureusement, ça interfère un petit peu, je dirais, avec des données financières sur ces laboratoires-là. Et ça, c'est pour ça qu'au niveau de la France, qui est véritablement un pays pionnier là-dessus et qui est très, comment dirais-je, qui tient beaucoup à ses valeurs éthiques, à la fois donc le prélèvement, mais également l'utilisation, notamment pour le plasma, c'est pris en charge par un autre établissement qui est un établissement public. Ce qui permet quand même d'imposer des valeurs éthiques qui sont donc la gratuité du don, la générosité, etc. sur notre territoire. Et c'est quand même défendu par l'Europe. Il faut savoir qu'il y a des organisations également européennes qui s'occupent de toutes ces substances. Il y a eu un rapport qui a été fait, les députés, il y a eu des commissions qui se sont réunies récemment sur les dernières années pour justement réétudier ce problème de ces substances d'origine humaine. C'est particulier quand même, les produits sanguins, puisque ce sont des produits, des traitements qui sont issus, non pas de l'industrie chimique, mais qui sont issus tout simplement du vivant. Donc c'est très particulier et il y a eu un rapport qu'on a appelé SOO. SOO, c'est tout simplement les substances qui sont d'origine humaine et qui sont utilisées comme traitement. Donc ça, c'est pris en charge. Comment ? Et défendre l'éthique. Et donc, au niveau de ce rapport de SOO, donc s'aligner avec les valeurs éthiques de la France, de façon à pouvoir garder cette gratuité du don, cette générosité. Alors, il y a certains pays, par exemple, c'est un peu particulier, notamment au niveau du Maghreb, mais également dans certains pays d'Europe, tout simplement, lorsqu'on a besoin d'une transfusion, donc vous avez quelqu'un de votre famille qui a besoin d'être transfusé, il faudra trouver des donneurs, soit des amis, soit des voisins, soit de la famille, pour qu'ils viennent en compensation. Il faut à peu près, alors ça dépend des règles, mais il faut amener 2 ou 3 personnes qui vont être prélevées de façon à reconstituer un petit stock. Alors bien entendu, s'il n'y a personne qui se présente, on ne va pas non plus laisser la personne mourir, on va quand même la transfuser, mais ça se passe un petit peu comme ça. Merci beaucoup. Tout à l'heure, vous avez parlé des poches de sang. Pourriez-vous nous réexpliquer le voyage d'une poche de sang, tout ce qui se passe après le don? Alors, la poche de sang, on va prendre un exemple. Vous allez donner votre sang sur un site ou sur une collecte. La poche de sang, donc, elle va être gardée donc, à température dans des glacières et elle va être transportée au niveau du site qui va préparer cette poche de sang. Cette poche de sang, donc, elle va passer au niveau du service de préparation. Et là, on va, par l'intermédiaire à la fois de presse et de centrifugeuse, on va centrifuger le sang, en fait. Ça va passer dans une centrifugeuse et qui va pouvoir séparer les différents éléments du sang. Donc, les globules rouges sont tout en bas parce que c'est ce qui est le plus lourd. Ensuite, vous avez une petite couche qui est faite de globules blancs et de plaquettes. Et le surnageant, c'est le plasma. Et à partir de presses, tout simplement des presses qui vont permettre d'envoyer les différents composants dans des poches différentes. Un kit de sang, il est composé d'une poche de recueil et il est composé de 3 autres poches qui vont permettre le recueil des plaquettes. Les globules blancs, on va les éliminer par des filtres parce que les globules blancs, on n'en a pas vraiment besoin, sauf dans certaines indications. Et les globules blancs, tout simplement, ils sont porteurs de tous les virus, de bactéries qu'ils ont à l'intérieur de leurs cellules, tout simplement parce que c'est eux qui défendent et qui vont aller attaquer et qui vont aller absorber en quelque sorte les virus qui se trouvent dans votre organisme. Donc, il y aura un risque de contamination de la poche par les globules blancs et donc du receveur. Donc, on va filtrer les globules blancs et donc on va faire ces 3 poches.
Ces 3 poches vont être gardées donc, en stock en fonction de leur durée, hein, notamment 42 jours pour les globules rouges au maximum et 7 jours pour les plaquettes. Et ensuite, la poche de sang, elle va être redistribuée. Donc, elle est stockée au niveau du service du site et ensuite, elle va être redistribuée, elle va repartir au niveau des différents sites et notamment des établissements de santé. Donc, il y a des stocks qui se font, par exemple, sur des sites qui vont distribuer. Mais on a également, dans certains centres hospitaliers, il y a donc des zones qui vont stocker. Souvent, ils ont quelques poches comme ça de stocks qu'ils pourront utiliser assez rapidement parce que parfois, c'est urgent de faire une transfusion. Et quand on vous prélève une poche de sang, en parallèle, on vous prélève des échantillons, des tubes, qui vont aller dans un laboratoire de qualification du don. Et on va faire un certain nombre d'analyses. Et à partir de là, si tout va bien sur les poches de sang, on va pouvoir les délivrer. Et à ce moment-là, les hôpitaux et les cliniques vont pouvoir prendre les poches comme un médicament hein, et sur ordonnance, délivrer les produits aux patients. Donc, on a des tubes d'un côté, on qualifie la poche et dès que le laboratoire de qualification dit que c'est OK, eh bien derrière, on délivre la poche. Donc, en 24-48 heures à peu près, il y a le feu vert qui se fait tout simplement par informatique. En fait, les données sont entrées en informatique et l'informatique, au niveau du site de délivrance, il pourra sortir l'étiquette. C'est tout simple. Hein. Il peut sortir l'étiquette qui va coller sur la poche. S'il n'a pas cette étiquette-là, il ne pourra pas distribuer la poche. Donc, ça, c'est un côté de sécurité pour le receveur. Alors, il nous reste une petite minute. Vous avez posé énormément de questions. Donc, je pense qu'il est temps de répondre à une dernière question. Donc, c'est le moment de poser vos questions maintenant. Et sinon, j'aimerais bien savoir de nos intervenants ce que peut-être si vous avez un dernier mot de fin pour les élèves. Vous l'avez déjà dit, il faut en parler, il faut parler à ses parents, à ses proches, sensibiliser aux dons de sang, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire les élèves après cette rencontre? Les élèves, c'est vrai que vous pouvez mettre en place, et ça c'est surtout très intéressant, c'est de mettre en place des challenges entre vous, entre écoles. Nous, on le fait souvent sur la cible des plus jeunes. C'est de se challenger, de dire, voilà, moi peut-être je ne peux pas donner mon sang, mais je peux en parler autour de moi à un grand frère, à ma famille, à des amis, à des personnes, des copains qui sont déjà majeurs. Et donc, je peux mettre en place voilà, cette sensibilisation, en parler, ne serait-ce qu'aujourd'hui, dire que vous avez été sensibilisé, que vous avez entendu parler du don de sang. Simplement garder en tête que bien il n'y a rien qui remplace aujourd'hui cet acte de générosité et que vraiment chaque personne qui fait ce geste-là va sauver 3 vies et que tous les ans, c'est 1 million de malades qui vont être sauvés. Donc, on peut prendre rendez-vous, ça c'est très important hein, sur notre site internet don de sang, on peut prendre rendez-vous pour offrir son sang, ses plaquettes ou son plasma partout en France, mais aussi on peut venir sans rendez-vous et moi je vous invite tous à venir, à prendre par la main un adulte, une personne majeure et de l'accompagner sur une collecte de sang, et on vous serez bien accueillis et comme ça vous pourrez voir eh bien l'importance que peut revêtir ce geste-là qui est irremplaçable. Vous serez accueillis, il y a des bénévoles qui nous accompagnent et je les remercie aussi, c'est très important. On a des partenaires bénévoles de la Fédération française des donneurs de sang notamment qui organisent des collectes à nos côtés tous les jours. Et voilà, présentez-vous sur une collecte de sang, vous serez bien reçus et vous verrez comment ça se passe en vrai. Je trouve que c'était un très beau mot de fin. Merci beaucoup à nos intervenants. Merci beaucoup d'avoir pris le temps ce matin de répondre aux questions des élèves. Merci beaucoup aux élèves et aux enseignantes qui étaient là ce matin. C'était vraiment super. Vous avez posé des super questions. C'était très intéressant. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Merci.